Voilà, donc bonjour à ceux qui viennent et ceux et celles qui viennent de se connecter à cet épisode des Jeudis de la FEMS. Donc voilà, je disais, n'hésitez pas à enlever votre vidéo si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, car cet épisode, comme tous les précédents épisodes des Jeudis de la FEMS, sera enregistré puis mis en ligne sur notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi à couper votre micro le temps des prises de parole des différents intervenants. Et puis ensuite, vous aurez l'occasion de le rallumer pour poser toutes vos questions à la fin de l'échange. Et je vais laisser de ce pas la parole donc à Léonore Oswirt, que voilà, nous remercions de nouveau au nom de toute la FEMS, qui a bien accepté voilà, de piloter et coordonner cet échange. Donc Léonore, voilà, je vous laisse la parole. Alors, encore merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, je suis Léonore Oswirt, chargée d'études et collections du musée des Vins Touraine à Tours. Je suis très heureuse d'animer cet épisode du Jeudi de la FEMS sur la question des musées fermés, qui s'inscrit dans le prolongement d'un précédent numéro daté de 2022 sous-titré Musées fermés ou subis, et qui s'intéressait principalement à des musées travaillant dans un espoir de réouverture. Pour ce jeudi consacré au devenir des collections, nous vous proposons d'aborder le sujet sous un angle un petit peu moins optimiste, puisqu'il s'agira de parler de musées sans perspective de réouverture ou avec des horizons tellement éloignés que les atteindre reste pour le moment un vœu pieux. J'inviterai tout à l'heure pour en parler Marion Gloré, directrice du musée municipal de Pithiviers, et Véronique Lourme, responsable du service patrimoine de la ville de Loches, chargée du musée du terroir. À travers cette réflexion sur la prise en charge de collections en sommeil, nous aborderons également la question du transfert de propriété, une solution offerte par le Code du patrimoine pour donner une seconde vie à des collections sans devenir dans leur institution d'origine, et la question du prix dans les collections, une possibilité délicate à aborder puisque flirtant avec la contraignante mais ô combien nécessaire inaliénabilité des collections. Nous donnerons pour cela la parole à Florentin Gobier, directeur du musée de la nacre et de la tabletterie à Méru, dont la communauté de communes vient de faire l'acquisition de l'atelier et de la collection du musée de l'Éventail, atelier Anoguet de Paris. Et Marie Allégret, assistante régie de conservation préventive au musée de Bretagne, qui a activement réfléchi et travaillé à la question du tri dans les collections. Je me permettrai de commencer par vous faire part rapidement de ma propre expérience, qui est le point de départ de ma réflexion sur ce thème et qui m'a donné envie d'échanger avec vous aujourd'hui. Puis, dans un second temps, j'inviterai nos différents intervenants à faire part de leur expérience avant de passer à un temps d'échange où, cette fois-ci, j'inviterai les participants à intervenir sur nos axes de réflexion. Alors, pour commencer, quelques chiffres. En 2023, la région Centre-Val de Loire compte 66 musées de France, dont 3 ouverts occasionnellement, 1 en travaux et 18 fermés. À savoir que la définition fixée par la loi 2002 stipule qu'un musée est une collection présentée dans un lieu adapté tant à la conservation des œuvres qu'à la présentation de celles-ci au public le plus large possible. Donc, fermé, sans projet de réouverture concret, beaucoup de ces musées sous appellation Musées de France ne répondent plus à leurs obligations légales. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, en tout cas sur notre territoire, la DRAC impulse une véritable dynamique pour essayer de régler le problème de ces collections dormantes. Et c'est dans ce cadre qu'a débuté la mission d'étude des collections du musée des Vins de Touraine fin novembre 2022, grâce au recrutement demandé par Virginie Tostin, directrice du musée du Compagnonnage et du musée des Vins de Touraine. Musée du Compagnonnage, d'un côté, un musée bien vivant avec sa programmation et ses impératifs, son public et sa communauté. Et de l'autre côté, une collection finalement un peu boulet, stockée en réserve et sans projet, sans devenir. Donc, l'objectif final de ce recrutement était de parvenir à produire en 1 an, durée de la mission, donc très court, de produire un dossier de retrait d'appellation à soumettre au Conseil des musées de France pour concrétiser la volonté de la ville de fermer définitivement et légalement ce musée qui était en caisse depuis 2015. Alors, pour la petite histoire, le musée des Vins de Touraine est un musée de société
donc anciennement musée d'ethnographie, était fondé en 1975 sur le modèle du Musée national des arts et traditions populaires. Son fondateur, Roger Lecoté, s'inscrivait dans ses sujets de recherche et dans sa muséographie, dans le sillage de Georges-Henri Rivière. L'activité s'est rapidement essoufflée au cours des années 80-90, à défaut d'une véritable mise en valeur. Malgré tout, en dépit de sa situation, il a été classé Musée de France à la suite de la promulgation de la loi. Dans la continuité, il y a eu de timides réflexions d'engagés pour essayer de faire sortir ce musée de son sommeil, mais bon, sans réelle motivation, ni de la part des équipes, ni de la part des élus qui se sont concentrés sur le musée du compagnonnage. Et un véritable tournant pour ces collections interviennent entre 2009 et 2013, puisque un important projet de restructuration de la rue nationale, la rue principale de Tours, où se situe le musée, est effectué. Et le musée est contraint de déménager. À ce moment-là, la collection est dotée d'un inventaire rétrospectif effectué en même temps que le premier écolement décennal. Mais déjà à l'époque, la constitution de cet inventaire est réalisée dans l'idée d'amorcer une procédure de transfert de propriété et de retrait d'appellation. Ça n'a pas abouti, faute de temps, de personnel et de moyens consacrés à cette collection. Et finalement, aucun dossier n'a été présenté au Conseil des musées de France. Dès ma prise de poste, je suis pourtant entièrement dévolue à la tâche, mais je me suis rapidement rendu compte des enjeux complexes de la mission, qui finalement m'amènent au même point qu'au bout d'un an, je ne peux pas produire de dossier au Conseil des musées de France. Parmi les difficultés que j'ai pu rencontrer, il y a eu l'invalidité du registre d'inventaire lié à des erreurs et des imprécisions, des anomalies sur la base de gestion de la collection, un manque de connaissances documentaires et historiques sur les provenances, des lacunes ou des incertitudes sur le statut juridique des biens et de la constitution de la collection, mais également un grand nombre de biens hors inventaire, dont certains présentant un véritable intérêt patrimonial, donc potentiellement à intégrer à l'inventaire, des archives non étudiées, et un autre problème, la quasi-impossibilité de trouver des musées intéressés par un transfert de propriété sans remise en valeur préalable. En discutant avec des collègues, avec la tutelle, je me suis rapidement rendu compte que c'était un problème général dans la gestion des collections des musées, y compris de musées vivants et dynamiques. Et donc, finalement, la collection étant relativement restreinte, avec 1200 items à peu près, on s'est dit collégialement qu'on pouvait, avec cet état de fait, en profiter pour faire de cette expérience un laboratoire expérimental à destination de tous les professionnels qui, comme nous, sont désireux de redonner sens, cohérence et visibilité à leur fonds, qui au fur et à mesure du temps, a pu devenir inintéressant et chaotique. Donc, c'est d'autant plus important pour moi d'avoir cet échange avec vous aujourd'hui et de mettre en commun nos expériences pour essayer d'avancer ensemble et trouver des solutions harmonisées en dépit du cas par cas qui sont les nôtres dans nos contraintes quotidiennes. Donc, pour avancer dans un esprit clair et en collégialité, on a, avec Virginie, rencontré Diana Gay, que vous connaissez sans doute tous et toutes, conseillère musée en Centre-Val de Loire, et Bénédicte Roland-Villemot, conservatrice d'État référente au SMF sur les musées de société. Et nous avons missionné Édouard Delobry, conservateur responsable du pôle de collection agriculture au MUSEM, en tant que représentant du grand département pour nous accompagner et nous apporter son expertise. On a fait également appel à Samuel Le Turc, historien spécialiste sur la question du vin en Touraine, qui est ancré dans la communauté vitivinicole de la région. Le premier objectif
de nos rencontres, ça a été d'essayer de se fixer un cap avec des étapes parce que la mission était courte, donc il fallait essayer de faire vite et de trouver des échéances. Donc la première chose qu'on a mis en place, c'est de recommencer à zéro le récollement. Donc de faire un deuxième récollement décennal pour essayer de mettre les choses à plat, savoir ce qu'on avait dans les collections et en profiter pour faire un petit dépoussiérage, reconditionner, remettre un petit peu de cohérence dans la réserve. Et la deuxième étape que nous n'avons pas amorcée et qui pourrait faire l'objet d'une deuxième phase si la mission a été prolongée, ce serait de constituer un petit comité scientifique pour essayer de sélectionner les biens d'intérêt patrimonial, au sens du Code du patrimoine, de ceux qui ne le seraient pas. Mais pour ça, le Code du patrimoine ne nous indique pas comment reconnaître un objet d'intérêt patrimonial. Et donc, la constitution d'un petit comité permettrait de réaliser une grille d'évaluation qui servirait à déterminer le plus justement et le plus légalement possible ce qui serait de l'ordre de la collection et ce qui s'en retirerait. Et nous avons décidé que de faire passer ces biens dans un statut transitoire qui serait celui du matériel d'étude. On aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus tard et d'en donner une définition. Et dans un troisième temps, l'idée, ce serait d'essayer de valoriser ce petit fonds pour que les autres musées de Tours puissent absorber ce fonds et voilà, l'intégrer à leur collection en cohérence, ou bien essayer de procéder à un transfert de propriété. Voilà, donc j'ai fait un petit tour d'horizon, j'aurai peut-être l'occasion d'approfondir un petit peu plus, mais je vais passer la parole à mes collègues de Centre-Val de Loire qui sont représentatifs de 2 cas de musées fermés qui, à contrario de Tours, essaient encore d'impulser un projet dans leur musée en caisse. Donc, Marion Gloret, directrice du musée municipal de Pithiviers. Je vous invite à prendre la parole. Donc, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de participer à cet échange. Donc, pour faire un rapide résumé, donc, le musée municipal de Pithiviers, c'est un musée assez ancien qui a été fondé en 1896, donc à la fin du 19e siècle. C'est vraiment à l'origine un musée d'art et d'histoire locale. Il est fondé autour d'une collection de monnaies et de collecte de fouilles par 3 amateurs locaux qui souhaitent préserver ces résultats de fouilles, notamment sur le territoire, pour éviter qu'ils partent à Paris ou à Orléans. Et finalement, au fur et à mesure de son histoire, c'est un musée qui va avoir des collections de type encyclopédique. Donc, à partir de cette collection de monnaies et archéologiques, on va avoir plusieurs entrées en collection de fonds beaux-arts, peintures, sculptures, mais aussi art graphique. Et puis, on va avoir notamment plusieurs grandes donations de collections extra-européennes, ce qui donne un peu la singularité du musée, puisque pour un musée d'art et d'histoire locale, près d'un quart de nos collections sont originaires soit d'Océanie, d'Amérique du Sud, d'Afrique ou même d'Asie, pour faire un peu la carte de nos collections. Donc, c'est un musée municipal. Pratiquement dès sa fondation, les collections sont propriété de la ville de Pithiviers. Les collections ont toujours été abritées dans des locaux de la ville de Pithiviers. Ce qui est un petit peu particulier, par contre, c'est que sa gestion va rester associative jusqu'en 2001. Donc, de 1896 à 2001, ce sont des bénévoles, des amateurs, qui vont vraiment donner son identité au musée, qui vont faire un travail important puisqu'ils sont vraiment à l'origine de sa construction. Mais pour autant, ça a des conséquences sur le fonctionnement du musée aujourd'hui, comme je pourrais en parler un peu plus tard. Donc, c'est ça qui est intéressant. En 2001, finalement, la municipalité décide de recruter pour la première fois un professionnel avec Mathieu Dussauge, qui va rester en poste de 2001 à 2008 et qui sera suivi ensuite par Florence Cornillot, qui va prendre la tête du musée de 2008 à 2010. Dès son arrivée en 2001, il est décidé donc de fermer le musée assez rapidement après l'arrivée du premier professionnel, puisque, comme je l'ai dit, c'est un musée qui était géré par des bénévoles. Et donc, il y avait un vrai besoin d'améliorer les conditions de conservation et d'exposition à la fois des collections, mais aussi des locaux.
Donc, le musée est fermé à ce moment-là avec une vraie volonté de mise à plat, à la fois de faire un chantier des collections, de travailler sur la conservation des collections. Il va y avoir plusieurs chantiers de restauration qui vont être menés jusqu'en 2006, et aussi de mettre à plat l'inventaire, qui est pas toujours très très clair, qui parfois a quelques approximations, bien évidemment, parce qu'on parle d'objets aux typologies extrêmement diverses, et pour lesquels, sur certaines périodes, nous avons aussi des trous en termes d'entrée en collection. Donc voilà, c'est des sujets, il faut mettre tout ça à plat. Et notamment, le travail très important qui est fait à ce moment-là, c'est que tout est informatisé, tout est rentré sur une base de données. Et donc, à l'heure actuelle, sur cette base de données, nous avons plus de 5000 entrées, pour avoir un peu une idée de tout ça. Donc, le musée est fermé en 2001. Pour autant, nous recevons l'appellation Musée de France en 2003, comme beaucoup de musées à l'époque. Et il va y avoir donc un chantier de collection et plusieurs successions de projets. Il y a quand même une vraie volonté de réouverture quand même au départ. Et surtout, les projets comprennent toujours le même aspect, c'est que le musée doit rouvrir avec la médiathèque. Donc, au moment de la fermeture, ils partagent déjà un bâtiment. La médiathèque est au rez-de-chaussée, le musée est au premier étage. Et au départ, on cherche vraiment à ce que les deux établissements rouvrent ensemble et notamment dans les mêmes locaux, c'est-à-dire l'ancien hôtel-lieu qui est vraiment situé en plein centre-ville historique de Pithiviers. Une succession de projets, des changements de municipalité aussi à ce moment-là à Pithiviers font qu'à un moment, malgré le fait que certaines choses sont très avancées, notamment un projet de réserve externalisé en 2008 est avancé au point que les avant-projets ont été acceptés, validés par le service des musées de France. Certains financements ont aussi été votés. Pour autant, à ce moment-là, le musée est arrêté. Le projet de la médiathèque va continuer et donc la médiathèque rouvrira un peu plus tard. Et pour autant, à ce moment-là, vraiment, le musée rentre en phase que je pourrais appeler de sommeil. Entre 2010 et 2019, il n'y a plus de personnel au musée de Pithiviers, donc tout est en réserve. Les réserves se situant dans les anciens locaux du musée. Je suis recrutée donc en 2019 et donc voilà, effectivement, le musée, au-delà d'être fermé, en fait, a disparu même de l'esprit de la population. En fait, on en a plus entendu parler. Il est complètement à l'arrêt en termes de fonctionnement. Et donc, en 2019, il y a une vraie volonté municipale. Donc, il y a eu de nouveau un changement politique à ce moment-là, d'envisager un projet de réouverture dans de nouveaux locaux, donc dans un petit manoir propriété de la ville qui est juste en périphérie du centre-ville, qui nécessite beaucoup de travaux, qui lui-même nécessite une importante restauration avant de pouvoir accueillir les collections. Donc, à mon arrivée, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, voilà, le musée est complètement à l'arrêt. Le service même, en fait, du musée n'existe plus. Donc, il s'agit à la fois de travailler sur le projet de réouverture, mais aussi de remettre vraiment en fonctionnement le musée, de lui redonner de la vie et de recréer le contact entre la population et les collections. Le grand public n'étant pas bien évidemment au courant de toute la législation qui protège les collections d'un musée de France, moi c'est le discours qu'on m'a tenu quand je suis arrivée finalement. Les gens étaient persuadés que les collections n'étaient plus là, qu'on les avait données, qu'on les avait vendues, qu'on s'en était débarrassé. Et donc j'ai passé une grande partie de la première année finalement à juste faire travail de pédagogie, expliquer mais tout est encore là. Il est illégal en fait que ça disparaisse et qu'on puisse s'en débarrasser. Donc déjà ça a été un travail très important. Et donc, remettre en route ce service, vraiment, finalement, je me suis rendu compte que le point de départ, c'était de recréer du contact. Et vu que nous, notre musée, il était fermé, le contact, il devait être obligatoirement physique. On ne pouvait pas passer que par l'intermédiaire de collections mises en ligne ou par de la diffusion sur les réseaux sociaux, etc. Donc, finalement, le but a été d'utiliser la moindre occasion pour créer ce contact physique entre la population et les collections. Donc, à la fois en participant aux événements nationaux, comme les Journées du patrimoine ou la Nuit des musées, en créant une programmation de conférences où chaque sujet de la conférence est un prétexte à sortir les collections de ces réserves pour que les gens, au-delà d'avoir un discours autour de ces objets, puissent les regarder physiquement. Et aussi avec le début d'une programmation autour des scolaires et l'accueil de classes autour de certains projets, donc qui travaillent sur certains champs des collections, sachant que systématiquement, quand on accueille un projet scolaire, qu'on accueille une classe, maintenant, la décision a été prise de leur faire visiter les réserves du musée, ce qui n'est pas nécessairement dans nos us et coutumes. Mais à Pithiviers, c'est indispensable parce que là, pour le coup, on parle d'une population qui n'a jamais connu le musée ouvert, puisqu'il a fermé en 2001.
Et donc, ils ne peuvent pas comprendre la notion de musée si on ne leur présente pas les collections. Donc, ça implique réellement d'aller visiter les réserves à chaque fois et donc de commencer petit à petit à recréer ce contact. Finalement, donc en 4 ans, on est arrivé à un musée qui était complètement en sommeil, où les collections n'avaient pas été sorties depuis pratiquement une décennie à peu de choses près. Et finalement, l'année dernière, entre notre programmation, les actions scolaires et les différents événements, on a accueilli 1500 personnes autour de nos collections. Donc, ce qui est très satisfaisant. Bien évidemment, en parallèle de tout ça, on a continué à réfléchir au projet de réouverture. Aussi dans la réalité d'une collectivité, la ville de Pithiviers est une petite ville de 9000 habitants, qui a aussi d'autres chantiers culturels en cours. Donc, il y a toujours une volonté de réouverture, bien évidemment, et on réfléchit à ce projet, et il est toujours en ligne de mire sur tout ce projet. Mais il prend du temps. Il est encore assez peu avancé, surtout qu'à l'heure actuelle, une école de musique et d'art dramatique doit sortir auparavant, projet beaucoup plus avancé, puisque les travaux doivent débuter l'année prochaine. Donc, ce qui est intéressant finalement, et quand on arrive dans un musée fermé, la première question que tout le monde demande, c'est à quoi on passe nos journées, bien évidemment, parce que les gens ne se rendent pas compte, même quand le musée est ouvert, qu'il y a énormément de travail finalement derrière les murs. Et moi, ce que j'ai assez rapidement constaté, c'est qu'en fait, les missions ne changent absolument pas. Je travaille au quotidien à la conservation, à la gestion et à la valorisation des collections. C'est simplement la partie valorisation qui nous oblige à nous adapter et être un petit peu plus créatif, entre guillemets, et qui nous oblige à toucher moins de public, ce qui est une grande insatisfaction, aussi parce que ça ne répond pas à nos missions. Mais les missions en tant que telles ne changent pas. Et notamment, une grande part de mon temps de travail est consacrée au récollement. L'absence de personnel au musée entre 2010 et 2019 a fait que nous n'avons pas effectué le premier récollement décennal. Donc là, nous sommes en cours du deuxième. À l'heure actuelle, nous avons déjà plus de 3000 objets qui ont été récoltés. Donc, on a bon espoir d'arriver à la fin de ce chantier. Mais bien évidemment, comme beaucoup de musées, ce récollement a soulevé des problématiques en termes de collection. Comme je l'ai dit, nous avons eu une gestion associative de 1896 à 2001. Pratiquement 99% de nos collections sont entrées en collection sur cette période. Donc, voilà, il y a des informations que nous n'avons pas, qui vont être difficiles à retrouver. Si on peut les retrouver, c'est une vraie question. On a un vrai trou de plusieurs décennies dans les années 60-70 où les entrées en collection n'ont pas été suivies. Donc voilà, il y a beaucoup de travail de post-récollement à faire sur ces objets. Et donc voilà, c'est un travail au long cours. Par ailleurs, on a aussi travaillé à essayer d'améliorer la conservation des collections. Donc, la chance, c'est que malgré ces 10 ans d'absence de personnel, on a des réserves qui sont relativement saines. Les collections n'ont pas autant souffert qu'on pourrait le craindre. Elles n'étaient pas du tout dans un vieux garage ou dans une cave. Elles étaient dans des espaces qui étaient chauffés, isolés, coupés de la lumière, etc. Donc, elles sont restées dans un état de conservation assez sain. Après, voilà, c'est quand même des collections qu'on n'a pas manipulées, qu'on n'a pas étudiées, qu'on n'a pas conservées pendant 10 ans. Donc, ça implique notamment un chantier de conservation qu'on a fait sur la collection peinture et certains programmes de restauration. Et en parallèle de ça, continuer la valorisation des collections, donc qui a vraiment pris de l'ampleur, notamment l'année dernière, puisqu'on, comme tout le monde, on a aussi traversé le Covid, et notamment avec l'augmentation de notre accueil de scolaires l'année dernière, puisque ça représentait pratiquement la moitié de notre fréquentation. Notre chance pour la valorisation des collections et l'organisation d'une programmation, c'est qu'une microfolie a ouvert à Pithiviers en 2019. Donc, on est toujours assez méfiant d'une microfolie dans le monde des musées, à raison, puisque c'est un objet un peu bâtard pour nous, qui n'a pas de collection physique. Pour autant, à Pithiviers, j'ai appris à fonctionner avec cet équipement, qui est un vrai lieu d'éducation, surtout d'éducation artistique, historique et culturelle. Et nous, ça nous donne un espace, surtout puisque la microfolie se situe au rez-de-chaussée, donc en dessous des réserves. Et donc, c'est un lieu où on peut accueillir le public dans des conférences, où on peut faire des petites expositions focus et où on peut accueillir les scolaires. Donc, c'est un lieu qu'on utilise vraiment au quotidien pour pouvoir avoir ce lieu de rencontre, parce que c'est indispensable étant donné qu'on est fermé. En fait, on a besoin de cet espace pour accueillir à la fois les collections dans des conditions satisfaisantes et le public, mais de manière relativement occasionnelle.
Et pour autant, on travaille aussi sur, bien évidemment, améliorer la connaissance des collections. Donc, au-delà de statuts un petit peu compliqués, on a aussi une documentation qui n'est pas du tout au niveau de la qualité de nos collections, qui a encore besoin d'être enrichie. Donc, on accueille volontiers beaucoup de chercheurs. Notamment, dernièrement, en fin d'année dernière, on avait accueilli des collègues du MOB, qui a ouvert notamment la venue d'un autre collègue cet été sur certaines de nos collections. Et notamment, voilà, les collections naturalistes qui ne sont pas les collections auxquelles on pense quand on pense au musée de Pithiviers, finalement, il s'avère qu'on a des choses de qualité et qui méritent d'être étudiées. Et donc, l'importance pour nous, étant donné surtout cette nature de collection encyclopédique, de se mettre en rapport avec les personnes qui ont les connaissances et les compétences pour nous aider à travailler sur ces collections et voir, pour le coup, là, à envisager aussi certains dépôts, probablement, quand on parle notamment des collections naturalistes, pour améliorer et leurs conditions de conservation et leur donner aussi une capacité d'exposition. Bien évidemment, ce n'est pas satisfaisant que le musée soit fermé malgré le fait qu'on soit obligé de faire avec. Je suis la première à le déplorer. On fait simplement au mieux de cette situation intermédiaire où finalement, à notre échelle, on a assez peu la main, malgré toute notre bonne volonté. Et donc, il s'agit de trouver un juste milieu entre tendre vers une réouverture qui est toujours présente dans notre esprit et de faire vivre le musée aujourd'hui dans sa configuration fermée. Pour autant, il y a toujours une ligne aussi à ne pas franchir, c'est de laisser croire à nos décideurs que cette situation est suffisante. À faire trop bien, des fois, dans le musée fermé, c'est toujours la question que je me pose. Je me dis, est-ce qu'ils ne vont pas se contenter de ça et de se dire que finalement, on n'a pas besoin d'être ouvert et qu'on peut accueillir les gens à l'occasion et qu'on gère nos réserves et qu'on n'a pas besoin d'un espace ouvert en permanence. Donc, il y a un juste milieu encore là à trouver et je ne pense pas qu'il y ait de bonne solution. C'est un peu de l'expérience et on acquiert au fil de l'eau. Donc voilà, ce projet de réouverture, il est intéressant et c'est suite à notre conversation, notamment avec Éléonore, que j'ai réalisé que finalement ce musée, il n'a jamais été ouvert dans sa configuration idéale, entre guillemets, puisque finalement le premier professionnel est arrivé en 2001, il a fermé quasiment automatiquement, donc on n'a jamais été ouvert comme un musée de France. En tant que musée de France, on n'a jamais été ouvert. On n'a jamais été ouvert avec une vraie gestion professionnelle de ce musée. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez nouveau, même si on a une histoire ancienne. Il y a vraiment quelque chose de complètement neuf à réimaginer autour de ça. Et pour le rendre fonctionnel comme il doit l'être. Et donc ce projet de réouverture, bien évidemment, il est très connecté au fait que je travaille sur la rédaction d'un PSC depuis plusieurs années. C'est un exercice que je trouve difficile dans nos conditions, puisque le cadrage est difficile entre le projet de réouverture, de viser, de tendre vers cette réouverture et de déjà instiller ça dans le PSC, et en même temps d'admettre que d'ici 3 à 4 ans, le musée n'aura pas réouvert, et que donc à l'heure actuelle, il faut aussi se concentrer sur l'amélioration du présent. Et donc, voilà, trouver ce juste milieu entre ce PSC de musée fermé et qui tend vers une réouverture est un exercice que je trouve difficile et pour lequel je n'ai pas encore vraiment trouvé la solution. Et donc, voilà. Et en tout cas, les deux conclusions d'être à la tête de ce musée fermé depuis bientôt 4 ans et demi, c'est que déjà, il y a une différence entre un musée qui est fermé et un musée qui est fermé depuis très longtemps. Nous, malheureusement, en 2023, on a fêté la 22e année. Et là, c'est un gouffre pratiquement irrattrapable. Et des fois, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on repartait de zéro, malgré l'histoire du musée, en fait. Donc déjà, il y a une vraie notion de durée de fermeture qui est importante quand on envisage les musées fermés. Et surtout, enfin, ce que j'ai appris et l'erreur qui a été faite en 2001, je pense, c'est de fermer un musée sans projet de réouverture. Parce qu'un musée qui reste ouvert malgré des conditions difficiles est un musée qui est toujours là, qui rend sa mission et qui, du coup, de fait, existe. À partir du moment où il est fermé, si on n'a pas de projet de réouverture, il est beaucoup plus difficile de l'envisager, en fait. Et je pense que c'est la seule chose à tirer aujourd'hui, c'est de ne jamais fermer un musée sans avoir envisagé au préalable son projet de réouverture. Voilà, je ne sais pas si je suis restée dans les temps. Oui, un grand merci. Et je trouve que ça fait une bonne transition avec l'expérience de Véronique Lourdes. Donc, je t'invite à prendre la suite justement sur cette question de durée de fermeture.
Bonjour. Je vais essayer de partager, si ça fonctionne, un tout petit diaporama pour donner quelques images. Je vais y arriver. Voilà, donc le temps que ça affiche, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, parfait. Oui. Donc le musée du terroir de Loches est un musée qui a ouvert en fait en 1925 sur une volonté municipale. En fait, il était souhaité déjà depuis le début du XXe siècle, les années 1910, juste avant-guerre, et l'ouverture ne s'est pas faite. Il a réellement ouvert entre deux guerres en 1925, et c'est une véritable volonté municipale avec l'appui d'un érudit local qui s'appelait Jacques-Marie Rouget, originaire de Ligueuil, pas très loin de Loches, et qui avait déjà par lui-même collecté énormément d'objets, d'objets d'art et tradition populaire, comme on dit aujourd'hui, mais d'objets qui euh, comment dire, gardaient la mémoire finalement de la Touraine sur essentiellement le 19e siècle, à une période où effectivement on commence à perdre un petit peu les marques de cette période avec la mécanisation, etc., et beaucoup de changements de société. Donc voilà quelques images de ce musée ouvert en 1925 qui a fermé, alors à une date qui n'est pas précise en réalité parce que ça ne s'est pas fait de manière officielle. À partir de 1998, en fait, le musée du terroir, qui était associé au musée Lancier, qui est le deuxième musée de France qui appartient à la ville de Loches. Le musée Lancier, en fait, à ce moment-là, fait l'objet de travaux en 1998. Il est fermé pour travaux et je suppose que le musée du terroir est fermé en même temps. Moins que, voilà, j'ai mis 2000 là dans la date parce que c'est la date où on est certain que le musée est totalement fermé, puisqu'il y a un premier inventaire, pas réglementaire, hein, mais une première liste d'objets qui est faite par une association locale. Mais dès 1998, il est probable que le musée soit déjà fermé. C'est une volonté municipale à ce moment-là de le fermer pour se concentrer sur le musée Lancier, avec probablement à ce moment-là la sensation que les musées de société n'intéressent plus le public, ce qui en réalité sur les fréquentations de l'époque n'apparaît pas du tout, puisque le musée est très très fréquenté, au contraire. Donc ce musée aujourd'hui, voilà son histoire depuis 2000. Moi, quand je suis arrivée en poste en 2006, c'était une petite salle dans laquelle tout était condensé. Je n'ose pas présenter les images, c'était vraiment pas du tout présentable, tout était amoncelé. Et en fait, ce musée, il était exposé tel que vous le voyez sur les images anciennes, ces anciennes cartes postales. C'était un musée qui était dans une ancienne porte de ville, qu'on appelle la Porte Royale. Et s'il a été fermé, c'est pas seulement par cette volonté de mettre de côté, de ne plus présenter un musée qui n'était plus a priori à l'ordre du jour, j'allais dire, mais aussi pour des problématiques qui sont survenues petit à petit d'infiltration d'eau sur cette terrasse. Au-dessus de la Porte Royale, en fait, il y a une terrasse à canon, une terrasse à feu, qui en fait avait des problématiques d'infiltration d'eau. Et le musée, a priori, est resté dans cet état un peu larvé entre 1998 et 2000, probablement donc fermé, avec ces infiltrations d'eau. Donc imaginez les dégâts sur les collections. Tout a été ramené dans un espace de réserve au sous-sol de notre médiathèque en 2000, a priori, par cet inventaire de cette association locale, enfin cette liste. Et tout était emballé dans d'assez mauvaises conditions. 6 ans après, quand je suis arrivée en poste, j'ai essayé tant bien que mal, n'ayant pourtant pas cette mission à l'origine, mais j'ai essayé tant bien que mal de refaire un premier tri, un premier nettoyage de cet espace, mais c'était évidemment pas suffisant. Et heureusement, voilà, il a fallu du temps, hein, parce que, bon, pour la petite histoire, moi j'ai des missions à la base de responsable du service du patrimoine qui a pour mission première à l'origine de gérer le label Ville d'art et d'histoire de la ville de Loches. Et s'est adjoint très rapidement avec mon arrivée en poste de la mission de gérer aussi les musées de France, donc musée Lancier et musée du terroir, dont l'un des deux ouvert, l'autre fermé. Donc c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour prendre en main ce sujet complexe que je ne connaissais pas bien. Donc voilà, malgré tout, on arrive à une collection qui a fait l'objet d'un chantier des collections à ma demande et avec l'accord de la municipalité et les moyens, avec l'aide de la DRAC également. En 2013, on a créé une réserve réellement, toujours dans le sous-sol de la médiathèque, mais dans un espace plus grand,
Donc la première image, hein, montrait un petit peu, alors c'est du dessus des étagères, mais sinon voilà, on a réussi à créer un espace, adapté. Toutes les œuvres ont fait l'objet de traitements, notamment, par anoxie, pour, traiter tous les problématiques d'insectes qu'il pouvait y avoir. On a nettoyé tous les objets un par un, par rapport notamment aux moisissures qui étaient présentes, et tout a été conditionné. Donc ce premier travail était essentiel pour, stabiliser cette collection qui était vraiment, en difficulté, et puis établir une première liste. Mais on en arrive justement là, à ce moment où, en tant que Musée de France, comme, le disaient, très bien, mes collègues, on n'est pas du tout en règle, puisque même si on a pu, stabiliser cette collection, le musée est toujours fermé et aucun inventaire n'existe. En fait, on a une liste qui est pas du tout officielle en 2000, on a des anciennes listes en 1925 à l'origine de l'ouverture du musée, mais rien, n'est facilement, attribuable, on va dire, au musée. Donc cette première étape, de conservation, j'allais dire, était essentielle. Ensuite, on a pu, aussi grâce aux subventions de la DRAC, on a pu obtenir un contrat, de 7 mois, d'une personne qui s'est attachée à notre demande à travailler sur la provenance des collections. Donc ça a été un gros travail en archives. Notre objectif à ce moment-là, c'était de dire: «On va essayer de mettre à l'inventaire réglementaire les objets qui ont un statut juridique clair». Et là, on n'a pas pu aboutir, en fait. On n'est pas allé au bout totalement d'une mise à l'inventaire, tout simplement parce que seulement dans cette réserve, on conserve à peu près 1 000 objets. Sur ces 1 000 objets, à peine 5 a pu, après de nombreuses recherches, hein, en archives, sur toutes les notes qui pouvaient exister depuis l'origine du musée, seulement 5 des objets qui sont présents dans cette réserve ont un statut juridique clair, donc soit un legs, soit éventuellement, quelques rares délibérations conseil municipal. Donc il est et ces 5 à la rigueur, on aurait pu dire: «On les met à l'inventaire», mais il se trouve que dans ces 5 d'objets de la collection, ceux qui ont le statut, le juridique clair, la majorité de ces 5 c'est des objets qui sont arrivés dans la, on va dire, dans la collection, en tout cas qui ont été légués à la ville pour le musée du terroir dans les années 1980, par, des 2 personnes qui, partant, en maison de retraite, ont souhaité, faire un legs à ce musée qui n'était donc pas encore musée de France. Et là, effectivement, on a un legs, on a une liste, mais malheureusement, ces objets, a priori, n'ont pas une valeur patrimoniale, majeure, loin s'en faut, et un état de conservation assez dramatique. Donc on s'est arrêté là pour ne pas prendre le risque de mettre à l'inventaire réglementaire des objets qui finalement, seraient, plus une plaie, j'allais dire, pour la ville, alors que d'autres objets, à côté, n'ayant pas absolument de statut juridique très clair, auraient un statut, un intérêt patrimonial majeur. Donc on essaye aujourd'hui de sortir de ça, en allant vers une autre réflexion complémentaire au statut juridique, une réflexion plus sur justement l'intérêt patrimonial des objets. Donc là, je rejoins tout à fait ce que disait Léonore tout à l'heure, c'est-à-dire là, on va s'atteler à essayer d'organiser un comité scientifique. On est vraiment sur la méthode, la même méthode. Alors, je fais défiler les images derrière, hein, c'est simplement pour vous montrer un petit peu les collections qui sont assez variées. Mais voilà, l'idée, c'est de rassembler, différents, spécialistes, sociologues, ethnologues, archéologues aussi, puisque la collection, elle, comme vous allez le voir, est variée. Donc là, je passe tout ce qui est, musée de société assez classique, des outils, des vêtements, de la vaisselle, du mobilier. Et alors là, j'ai pas pu finir mes images, mais voilà, on a quelques étagères avec des objets archéologiques en grand nombre, et puis quelques armes également, voilà. Donc l'idée d'avoir de mener cette étude sur l'intérêt patrimonial de ces objets nous semble inévitable. On peut pas, on peut pas faire autrement. Pour enfin, exactement comme Léonore l'évoquait, essayer d'obtenir une liste d'objets qui vraiment mériteraient cette protection, musée de France. Parce qu'actuellement, c'est une coquille vide finalement, ce musée du terroir. Il est musée de France, mais il n'y a aucun objet qui est répertorié dedans. Donc plusieurs personnes, m'avaient dit: «Bah, d'une certaine manière, c'est un chantier à créer,
une liste à créer. Mais voilà, maintenant, il faut créer les critères et je rejoins encore une fois Léonore sur cette logique de sur quels critères définit-on cet intérêt patrimonial. Donc, on a commencé à y réfléchir un petit peu avec les collègues. Il y a des choses de bon sens et logiques, les critères d'ancienneté, de rareté, que ce soit à l'échelle régionale, très locale ou nationale, et des critères justement liés à l'histoire très locale. On a quelques objets qui illustrent spécifiquement cette histoire de Loches. Et ça nous semble être un point important. Donc là, la première étape serait de définir clairement ces critères, effectivement avec l'aide de différentes personnes d'horizons, enfin d'expérience en tout cas sur ce sujet. Ensuite, ce que l'on envisage, c'est que l'une de mes collègues qui est responsable des collections puisse prendre la main en fait sur ces critères et avec l'aide de spécialistes, chacun leur tour, étudier ces objets et cocher un peu les cases de ces critères d'ancienneté, de rareté, d'intérêt pour le matériau, je ne sais pas, tous ces critères qu'il faut que l'on établisse. Et d'enregistrer en fait toutes ces données, tous ces commentaires, toutes ces informations qui nous seraient données par différents spécialistes, pour ensuite faire un point, faire une liste, voilà, peut-être quelques centaines d'objets qui mériteraient cette protection. Comme on part de zéro, là, on passerait en commission scientifique régionale acquisition pour valider cette mise à l'inventaire, qui serait vraiment un nouveau départ en quelque sorte. Donc là, on aurait résolu, et c'est l'objectif pour 2025, fin du 2e récolement décennal, on aurait résolu cette question d'inventaire. Les autres objets qui ne feraient pas l'objet de l'inventaire réglementaire ne seraient pas pour autant mis de côté. Ils sont du domaine public, a priori, grande partie, même s'ils n'ont pas de statut juridique extrêmement clair, la plupart, on peut prouver grâce aux cartes postales, photos anciennes, qu'ils sont existants à Loches depuis extrêmement longtemps. Donc on est dans la logique, alors j'oublie toujours les termes, mais en termes de propriété, je ne sais plus, enfin, vous connaissez certains mieux que moi, mais au bout de 30 ans, quand l'institution se porte propriétaire, enfin se comporte comme propriétaire et qu'aucune réclamation n'a été faite sur ces objets, de fait, l'institution est propriétaire. Donc ces autres objets qui ne seraient pas mis à l'inventaire réglementaire seraient pour autant conservés à la ville de Loches, mais sur la simple domanialité publique et non pas protection supplémentaire Musée de France. Pour la deuxième partie qu'il faut résoudre, c'est que le musée resterait fermé dans cet état dans cette situation, même si on aurait un inventaire, imaginons, de quelques centaines d'objets. Il faut résoudre maintenant, dans cette seconde étape, après 2025, il faudra résoudre cette situation. Donc là, la logique que l'on a aujourd'hui, qui pourra peut-être évoluer, mais qui nous semble finalement la plus adaptée pour trouver sa solution, c'est de faire un transfert de cette collection vers le musée Lancier, qui est l'autre musée de Loches, qui est le musée de France, qui lui est ouvert, et de permettre à travers ce musée, temporairement, de présenter une partie de ses collections. Voilà un petit peu la démarche. Après de longues années pour laisser mûrir tout ça, c'est vrai que, comme le disaient mes collègues, on a besoin de temps souvent pour essayer de faire mûrir ces démarches, d'essayer de comprendre précisément ce qui est attendu et la meilleure solution qui s'offre à nous sur ce moment. Donc moi, je me suis longtemps opposée personnellement à cette idée de transfert des collections du musée du terroir vers le musée Lancier, parce que j'estimais que c'était 2 collections avec des histoires très différentes. Le musée Lancier a été souhaité par un artiste qui souhaitait préparer sa notoriété, et le musée du terroir était une volonté municipale avec des érudits locaux. Pour moi, ça ne racontait pas du tout la même histoire et c'était difficile de les associer. Après mûre réflexion, je pense que malgré tout, il faut sortir de cette réflexion-là et trouver une solution pour que ce musée et que cette collection vive à sa manière et que l'on soit enfin en règle et que ce soit clair pour tout le monde en fait. Parce que là, la loi est essentielle, mais derrière ça, c'est savoir finalement quel est le statut de ces objets et pour nos successeurs, que les choses soient claires.
parce qu'aujourd'hui, c'est un flou artistique qui n'est pas confortable pour personne. Voilà, donc là où j'en suis, pour lancer un peu un appel, j'en profite, c'est que l'on va vraiment avoir besoin de personnalités qui peuvent s'intéresser, et qui connaissent, les histoires de ces objets, divers sur lesquels mon équipe et moi-même, nous ne sommes pas du tout spécialistes et nous avons bien du mal à définir, tel objet a un véritable intérêt, patrimonial, tel autre non. Ce tri en quelque sorte, c'est un mot que je n'aurais pas utilisé, mais il a été évoqué, donc je me permets. Ce tri effectivement, dans ce qui mérite une protection, supplémentaire et ce qui, restera du domaine public simple, n'est pas toujours aisé et donc si, parmi, l'association, la FEMS ou le MUSEM ou peut-être, des sociologues, ethnologues indépendants ou spécialistes de divers, objets, c'est vrai qu'on aimerait pouvoir, s'associer, de ces différentes personnes pour créer ce comité sans forcément, demander un temps très long à chacun, mais si nous, on prépare bien la méthodologie, essayer à chaque personne de pouvoir poser des questions claires sur tel type d'objet et que l'on puisse petit à petit pas brasser, mais pardon, embrasser toute cette collection et y voir un petit peu plus clair. Voilà. Un grand merci, Véronique. Oui, alors je rebondis, j'en profite pour introduire les présentations suivantes sur la question du tri. Oui, je crois qu'on était tous un petit peu frileux de ceux avec qui j'ai pu conciliabuler sujet. Et c'est fortuitement que je suis tombée en fait sur des initiatives de ce genre qui se sont déjà faites au MUSEM, au Mobilier National, mais j'ai vu aussi du coup au Musée de Bretagne et à La Courneuve. Je pourrais vous communiquer un petit peu ces expériences-là à la fin, durant le temps d'échange. Et voilà, tri, ça fait du bien. Je trouve qu'on pose les choses sur la table et voilà, ça évite d'avoir ce côté sélection. Voilà, bon, au moins tri, c'est clair. Voilà. Mais pardon? Oui, c'est un terme qui fait peur parce qu'on pense que tri veut dire qu'on va se séparer totalement ou détruire éventuellement des objets et évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Ouais. On le verra tout à l'heure avec Marie Allégret. Il y a cette potentialité quand même qui est offerte par ce terme et des fois, voilà, dans le cadre de réserves saturées, il faut peut-être accepter cette dimension-là aussi. Mais ce sera dans un second temps. D'abord, on va aborder avec Florentin la question du transfert de propriété parce que tu parlais de transfert vers le musée Lancier. Si on est un petit peu plus juste sur les termes, on parlerait de changement d'affectation puisque c'est au sein de la même collectivité. Dans le cas de Florentin, il s'agit bel et bien d'un transfert de propriété. Donc, Florentin, je vous laisse la parole pour nous parler de votre expérience. Merci, Léonore. Alors, c'est un transfert effectivement, mais d'une propriété privée vers une propriété publique, ce qui évidemment est une différence assez notable. Donc je gère le musée de la Nacre et de la Tabletterie, qui est situé à Méru, dans le sud de l'Oise, une ville de 15 000 habitants, et qui, contrairement à d'autres collègues qui ont réévoqué l'historique de leur musée, le nôtre a mis très longtemps à sortir, puisqu'il a mis près de 100 ans avant de naître. Il y avait une volonté municipale depuis 1904 qui a été réimpulsée dans les années 70 à la faveur de la naissance du mouvement écomuséal dans lequel nous étions inscrits puisque nous étions directement liés à l'écomusée du Beauvaisis, qui est devenu l'écomusée des Pays de l'Oise, et puis à la faveur de la naissance d'une communauté de communes, d'une intercommunalité, une des premières dans l'Oise, et de financements régionaux et européens, le musée a pu naître en 1999, donc nous allons sur nos 25 ans. Et c'était une volonté très, très importante à ce moment-là que d'être centré sur la mémoire d'un artisanat devenu industrie locale et importante, qui était donc cette tabletterie à partir des matériaux naturels, locaux ou exotiques, puisque la nacre a pris le pas sur beaucoup d'autres matériaux dans des productions excessivement variées, à un moment où cette industrie tenait à disparaître et de fait a disparu. Donc le musée était vraiment une véritable nécessité, à la fois territoriale, mémorielle, et derrière ça, évidemment, une volonté politique forte de l'instaurer.
Donc c'est un jeune musée avec toutes les problématiques que vous avez pu décrire, avec déjà une première, en tout cas de premiers problèmes qui apparaissent puisque l'écomusée, des Pays de l'Oise a été, liquidé en justice et donc la collectivité qui avait une DSP sur, la gestion du musée. Ah, il semblerait qu'on n'entende plus Florentin. Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas. Non, ça. Non, Oui. ça Ouais. a coupé pour nous aussi. Je ne sais pas si c'est le fait de la météo. Ah, on n'a peut-être pas la même. Alors, on va peut-être laisser juste le temps qu'il se déconnecte puis revienne à Oui. la réunion. Tout se passait trop bien jusqu'à présent, il faut dire. Il fallait qu'il y ait un couac. Et si jamais, alors ça perturbe un petit peu le déroulé des présentations qui avaient une certaine cohérence. On pourra peut-être donner la parole à Oui, on pourra peut-être Marie. reprendre avec Florentin après, puisque bon, voilà, on a introduit la question du tri. Je pense que tout le monde en attend plus, parce que c'est vrai que ça revient souvent, mais on n'ose pas l'aborder à cause justement de cette question de l'inaliénabilité qui dérange un peu. Tri, inaliénabilité, ça semble pas trop aller ensemble. Donc voilà, Marie, je vous invite à nous faire part de votre expérience pour en savoir un peu plus sur la manière de s'y prendre finalement. Donc du coup, je suis au Musée de Bretagne depuis presque 2 ans, mais auparavant, j'ai fait un stage également pour eux, donc je suis actuellement en régie, mais mon stage, c'était en inventaire et documentation des collections et pour mon projet de mémoire, Manon Six, donc la conservatrice, du musée, la responsable du pôle collection, m'a parlé d'un projet qui tenait à cœur au musée, qui était donc le tri, des collections patrimoniales, mais suite au récolement de la réserve art graphique. Donc j'ai une petite présentation que je vais essayer de vous partager aussi. Hop, alors, est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, très bien. Super. Tac, donc du coup, hop, donc pourquoi trier? Donc nous, dans notre cas, comme je vous l'ai dit, c'était donc suite, au récolement, un chantier externalisé, de notre réserve art graphique. Et au vu des diverses typologies d'objets, en fait, les agents récolleurs se sont rendus compte, de la difficulté parfois, d'établir un véritable statut de ces collections. Et donc il a été décidé d'opérer un tri, mais effectivement de ne pas jeter, de ne pas céder, mais de transformer, les biens patrimoniaux en documentation afin de les conserver, mais d'avoir tout de même une meilleure connaissance des vraies collections grâce à cette documentation. Pourquoi trier ensuite? Ça peut être effectivement, puisque nous avons ensuite une meilleure connaissance de ces collections, ça permet d'anticiper les futurs chantiers de récolement qui auront lieu, dans les futures années. Et bien sûr, ça permet également de désengorger des réserves qui sont souvent saturées, ce qui est notre cas pour le moment et donc d'améliorer finalement la gestion du stockage de nos objets. Et enfin, le dernier point, c'est bien sûr la sobriété et le développement durable dont on entend beaucoup parler en ce moment et le tri contribue, à ces 2 notions. Donc de manière générale, le tri est vu comme une amélioration globale de la gestion des collections du musée. Donc je vous ai remis ici les petits textes de référence. Donc la loi Musée 2002 réaffirme le principe d'inaliénabilité, mais l'assouplit un petit peu, puisqu'elle permet aux collectivités, propriétaires de collections, heu, de d'opérer des radiations de biens patrimoniaux, basées bien sûr sur des motifs, très précis. Donc on a aussi la note de 2012 relative au matériel d'étude, et celle de 2016 relative, au récollement et aux opérations de post-récollement. Donc c'est notamment, de celle-ci dont je vais vous parler. Donc le tri, pour nous, c'est la conséquence du récollement décennal, et donc suite à ça, régularisation de l'inventaire et radiation sont des possibilités offertes par les opérations de post-récollement. Donc dans l'article D451-19, 5 cas sont stipulés pour les radiations de l'inventaire.
Donc les 5 cas, je vous les ai remis ici. C'est la destruction totale du bien, l'inscription indue sur l'inventaire, la modification d'affectation entre 2 musées de France, et le transfert de propriété d'un musée de France à un autre, et enfin le déclassement. Donc on a 2 possibilités, qui sont l'élimination volontaire et l'élimination involontaire. L'élimination volontaire, c'est le cas du musée de Bretagne, mais on peut aussi se retrouver face à des cas de musées qui ont, par exemple, subi des catastrophes naturelles, qui, pour eux, n'est pas un tri, volontaire, mais bien involontaire. Donc le cas du musée de Bretagne. Donc le musée de Bretagne est un musée de société, à Rennes, et du coup qui a une très grosse collection puisqu'on est à plus de 700 000 objets, et donc des collections très hétérogènes comme dans la plupart des musées de société, donc historiques, ethnographiques, photographiques, iconographiques, textiles, voilà. Donc le musée, comme je vous le disais, on a plus de 700 000 items, dont énormément de négatifs photographiques. Mais en fait, sur notre base de données informatisée, on a 380 000 notices, ce qui montre qu'au cours du temps, il y a une gestion lacunaire des acquisitions, puisqu'il y a un écart assez conséquent. Et cet écart est également dû aux acquisitions massives qu'il y a eu après-guerre et autour des années, à la fin des années 70 et au début des années 80, puisque la société se transformait. Il y avait l'essor de l'industrialisation et du coup, ce qui a mené les conservateurs et conservatrices à faire de nombreuses collectes et à acquérir en masse pour ne pas perdre le patrimoine passé. Donc, bien que visionnaires pour la plupart du temps, ces énormes collections entraînent beaucoup de travail. Et au cours du temps, on s'est rendu compte que beaucoup avaient été acquises, mais pas traitées ni administrativement, ni matériellement parlant. Et un autre élément déclencheur pour le musée de Bretagne, sur cette question du tri, ça a été la volonté justement de développer une politique documentaire conséquente, qui permettait une interconnexion de l'ensemble de nos ressources, donc que ce soit, les collections, la documentation, la photothèque et notamment toutes ces données issues de collectes, ethnologiques, donc qui peuvent être des documents écrits, des photographies, des enquêtes sonores, et cetera. L'objectif, c'est que vraiment à terme, toutes ces ressources, qu'elles soient, considérées comme collection ou comme documentation, se retrouvent sur notre base de données informatisée, toutes liées les unes aux autres et enfin, diffusées sur notre portail de collection en ligne pour qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Donc le récolement de la réserve art graphique a débuté en 2016 et s'est terminé en 2019. Donc on a eu plus de 270 000 items traités, donc de différentes typologies, dessins, gravures, tirages, estampes, affiches, cartes postales. Hem Et donc du coup, comme je vous le disais, les agences se sont retrouvées à diverses problématiques, ce qui a amené les responsables scientifiques du musée à se questionner par rapport au statut de certains items. Puisque du coup, sur les 270 000 items environ, on en a récolté 218 000, mais 50 000 ont été 50 000 ont été écartés du récolement, ce qui est quand même près de 20 %. Et donc parmi eux, il y en a 46 000 qui n'étaient pas du tout inventoriés et qui n'ont pas eu vocation à l'être. Et par contre, on a eu aussi des cas de donc 8 000 objets qui ont été proposés à la radiation pour inscription indue sur inventaire. Donc, au sein de ces inscriptions indues, il y a également différents motifs qui sont expliqués dans la note de 2016 et nous, pour notre part, 95 % relevaient de la catégorie, archives, fonds de bibliothèque, fonds scientifiques documentaires du musée. Et seulement 5 % environ, étaient des doublons, des triplons. Voilà et donc du coup, parmi ces archives, ces fonds de bibliothèque et ces fonds scientifiques, en fait, on avait énormément de tirages, de reproductions de contre-types de photographies, de photocopies même parfois, enfin voilà, vraiment, énormément de choses de ce type. Et en plus donc de ces collections art graphiques, on a, un petit pan là qui n'a rien à voir avec le récolement, de cette réserve. C'est 18 objets qui étaient stockés, dans une, halle prêtée par la ville, de Rennes, et qui était plutôt un hangar qu'une halle. Ce qui a fait qu'au cours du temps, les objets se sont énormément dégradés.
Et en fait, la ville a voulu un moment récupérer ce hangar et du coup, on a dû faire un petit récolement de ce qui était entreposé dedans. On s'est rendu compte que tout était amianté, donc du coup, il n'était pas possible de dépolluer entièrement certains objets. Donc, on a fait un petit récolement, on s'est rendu compte vraiment de la dégradation très effective de la plupart des objets, puisqu'il y avait des rongeurs, des oiseaux, un climat, une température très mauvaise et pas du tout dans les normes de conservation. Et en effet, après plusieurs tests, certains objets se sont avérés ne pouvant être dépollués de l'amiante. Et donc, dans ce cas-là, ça a été considéré comme destruction irrémédiable du bien. Donc, c'est ce qu'on a plaidé pour la radiation. Et, et du coup, vu que c'était limite un danger sanitaire, on va dire, ceux-là ont été détruits. Donc, la ville de Rennes les a récupérés, puisque de toute façon, on ne pouvait absolument rien en faire et ça peut être dangereux pour la santé. Donc voilà, c'est les seuls 18 objets qui ont vraiment été détruits. Hop, du coup, donc pour le protocole de radiation, donc avant la commission, donc c'est exactement comme les acquisitions. Donc avant la commission d'acquisition, j'ai préparé un petit tableau rapide, juste pour expliquer avec un petit argumentaire pourquoi on souhaitait radier, les différents motifs et les estimations et l'estimation aussi du nombre d'items concernés. Mais c'était vraiment non exhaustif à ce moment-là. Pour la vraie commission, donc, là, par contre, la DRAC nous a demandé une liste de l'ensemble des items à radier. Donc j'ai constitué une liste des 8000 items, ce qui était un petit peu long puisque, plus de 3000 étaient sur notre base de données, mais les 5000 autres ne l'étaient pas. Donc il a fallu chercher en réserve, et voir en parallèle des tableaux qui avaient été faits pendant le récolement, de la réserve pour établir cette liste. Et donc une fois, cette liste faite, elle a été présentée donc, en commission et la DRAC, et le SMF ont validé à l'unanimité, nous ont donné leur avis, favorablement. Donc suite à ça, on a fait une note explicative donc qui demandait les radiations auprès des instances, délibérantes, qui sont du coup les collectivités. Alors dans le cadre, du Musée de Bretagne, c'est un petit peu particulier puisque, avant 2000, les acquisitions sont la propriété de la ville de Rennes et après 2000, les collections sont propriété de Rennes Métropole puisque c'est à cette date qu'il y a eu la naissance de la communauté d'agglomération. Donc ce qui fait qu'en fait 2 statuts coexistent, donc qu'il a fallu faire 2 notes et donc attendre 2 délibérations, à la fois de la ville et de la métropole. Donc voilà, pareil, avec cette note, on a bien fourni la liste et quelques photos pour expliquer et argumenter sur notre demande. Et tout a été accepté et validé donc en juin 2021. Et du coup, suite à ces validations, les radiations doivent être faites physiquement sur les registres d'inventaire papier. Donc, il suffit de rayer la ligne concernée, tout en laissant visible quand même les écritures, de façon à ne pas perdre de traçabilité. Et enfin, la saisie dans notre base de données du coup des éléments qui n'étaient pas encore, pour quand même conserver une trace de cela également. Et du coup, à terme, donc les 8000 objets environ rejoindront la base documentation de notre base de données informatisée, puisque comme je vous le disais, ils ne vont pas être jetés ni cédés, mais du coup, ils vont contribuer à étayer la documentation sur les collections et donc à améliorer la connaissance de nos collections patrimoniales. Et physiquement dans le musée, donc pour l'instant, ils sont toujours en réserve, toujours au même endroit, mais les travaux sont en cours pour vraiment avoir un espace dédié pour cette documentation et pouvoir stocker ces items sans normes de conservation particulières. Donc, et du coup, puisqu'ils sont sortis de nos collections, pas de nécessité de récolement. Enfin voilà, on les conserve, c'est de la documentation, tout le monde peut les consulter, mais c'est tout. Voilà. Alors,
voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et du coup, en attendant qu'il soit vraiment ajouté dans la base documentation, pour l'instant, on a juste fait précéder, le numéro d'inventaire sur la base de données du préfixe doc pour, bien faire la distinction entre la documentation et les collections. Voilà. Du coup, enrichir les fonds documentaires pour nous améliore donc la connaissance de nos collections. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de conserver tout ça et juste de faire changer le statut des objets. Et donc il est nécessaire bien sûr d'avoir un espace dédié à la documentation de façon à désengorger les réserves qui sont saturées. Mais le tri de l'existant implique du coup des moyens humains et financiers assez conséquents, et puis ça prend du temps. Donc à mon sens, l'idéal serait de privilégier une politique d'acquisition modérée et dès le début, penser à l'aspect documentaire en fait, de l'objet qui va être acquis ou non. Hem Et du coup pour ça, notamment pour les donations par exemple, je pense qu'en affinant les critères et en expliquant, aux donateurs et aux donatrices, pourquoi on ne prendrait pas cet objet ou pourquoi cet objet peut être conservé, mais à titre documentaire et non comme collection, je pense que ça pourrait déjà être un début de travail, pour inclure, cette dynamique de tri, dans les musées. Et également créer plus de liens entre les musées et les archives puisque finalement ce sont, dans les musées de société, on a beaucoup de documents, qui peuvent être considérés comme des archives et non comme des, collections. Et du coup, si dès le début on avait un échange, plus clair avec les archives, ça pourrait faciliter par la suite le travail de nombreux agents. Voilà et sinon, en ce moment aussi, on travaille sur, cette fois le récolement, de nos collections photographiques, donc qui est un très gros chantier, sur 6 ans. Et cette fois-ci, donc de la même manière que pour les arts graphiques, on a eu des fonds de photographes acquis massivement, et énormes et qui n'ont pas été traités auparavant. Donc là, on opère encore un tri de l'existant. Mais cette fois, du coup, à base d'items qui ne sont pas inventoriés finalement. Et donc moi, mon travail à ce niveau-là, donc on a une équipe, externalisée qui s'occupe des négatifs et qui me passe finalement les tirages qui sont associés à ces négatifs. Et on a souvent le cas de séries de tirages photographiques, donc qui ne sont pas encore inventoriés et qui représentent, la même scène, le même mariage, le même communion, sur, 20-30 tirages. Et du coup, on a décidé, d'opérer un tri aussi à ce moment-là et donc de sélectionner et de garder, par exemple sur vraiment les gros fonds, où on a 20 fois la même photo, d'en conserver 2 ou 3 de manière à, si jamais un jour c'est exposé ou valorisé de quelconque façon et qu'une s'abîme, on en garde une autre pour la rotation, mais du coup de se séparer du reste. Et cette fois, vu que c'est pas inventorié et que voilà, ce sera, c'est jeté ou donné, à des collègues, voilà. Donc voilà, tout, tout mon travail sur les tris. Un grand merci, je pense que c'était, très éclairant. Ouais. Du coup, je fais pas de transition parce que je vois l'heure tourner. Est-ce qu'on a encore un petit peu de temps pour Florentin? Oui, oui, je l'ai réaperçu, Florentin. Est-ce que vous me confirmez D'accord. que vous êtes de nouveau là? Ah, Florentin a de nouveau disparu, peut-être? Florentin n'est plus là. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la météo, j'espère qu'il n'a pas été censuré. Bon, On peut peut-être démarrer les échanges avec nos participants oui, et si jamais il se reconnecte d'ici la fin de ce jeudi, on pourra lui laisser la parole. d'accord, bah, vous me faites un signe du coup pour, Ça marche. pour le réintégrer. Alors, peut-être, que tout de suite, je peux inviter, les Justement, pardon, participants. Léonore, je vous interromps. Je crois que Florentin est de Ah, nouveau là. Florentin, je et ne ben sais alors, pas. Oui, je vous entends, vous m'entendez? Bon, très bien. je ne sais pas si on va y arriver. Je pense que Big Brother n'a pas l'intention que je m'exprime. J'en suis à mon deuxième ordinateur pour essayer de vous rejoindre. Bon, je vais parler vite du coup, ça va permettre d'aller rapidement au fait. Donc, je disais, je situais simplement le musée dans sa configuration et donc j'ajoutais qu'il y avait donc cette question du musée de l'Éventail, qui est donc un musée privé appartenant à un maître d'art, à Noguet, qui a constitué ce musée, cette collection avec son père précédemment, et qui se trouve à Paris dans un appartement haussmannien, boulevard de Strasbourg, dans le 10e arrondissement.
Ils occupent cet appartement depuis 1960, donc son père puis elle ensuite à la fin des années 90, tous deux étant éventailistes et originaires de l'Oise, juste à côté de Méru, d'un village qui s'appelle Sainte-Geneviève et qui est spécialisé dans la tabletterie d'éventail, c'est-à-dire la fabrication des montures. Et M. Hoguet, à l'époque, en 1960, avait déjà l'intention d'essayer de sauvegarder ce patrimoine le plus possible, donc constitue une collection d'éventails, rassemble des pièces et puis économiquement continue à fabriquer, même s'il n'y faisait pas que ça, il faisait d'autres éléments de tabletterie. Lui est toujours resté dans l'Oise et il a installé ses filles à Paris à partir de 1960 dans cet appartement qui, depuis 1862, c'est-à-dire en gros depuis la construction de l'immeuble haussmannien, était un appartement dédié à l'activité d'éventailliste. Donc, ils ont eux-mêmes récupéré des fonds qui étaient des fonds d'autres artisans qui les précédaient. Donc ça, c'est un petit peu pour l'origine de la propriété et de l'historique. Ce musée était un musée donc privé, presque un musée d'entreprise, entre guillemets, musée d'artisans, mais qui avait de grosses difficultés financières, puisque en fait, les murs ne leur appartenaient pas, puisque c'était un bailleur qui a changé au cours du temps. On est passé de banque à société d'assurance et finalement à un bailleur social. Et donc, il y avait des logements sociaux dans l'immeuble, en dehors de ce lieu qui était un local commercial de 200 mètres carrés. Et la problématique, il y avait une problématique d'accessibilité, la préfecture avait demandé à ce que ce soit fermé, mais comme il s'agissait d'un lieu commercial, il y avait la possibilité d'accueillir des clients, et donc, visiteurs-clients, la frontière était assez mince. Et à partir de 2016, la propriétaire a eu trop de problèmes d'argent pour des raisons notamment d'associations qui avaient voulu soutenir le lieu et qui prenaient en charge une partie du loyer et puis ensuite qui ne pouvaient plus le faire. Et donc, il était nécessaire de quitter les lieux. Tout en essayant de sauvegarder la totalité de l'ensemble. Et là, ça a été une grande négociation longue, puisque nous étions le 12e projet de reprise, puisque c'était soit une reprise économique, avec tout le fonds d'atelier, soit juste une reprise patrimoniale avec la collection d'éventails. Donc, la collection étant constituée d'environ 3000 éventails du monde entier, une véritable collection encyclopédique, plus un fonds d'archives très conséquent, archives papier, catalogues, photographies anciennes, plus tout le fonds d'atelier, dont des matériaux anciens, des outils, des machines, etc., etc. Donc, un fonds très conséquent dont on n'est pas capable aujourd'hui d'évaluer le nombre exact. On pense autour de 20 000 items, donc ce qui est tout à fait colossal, qui était concentré dans un appartement qui faisait 200 mètres carrés. Ça vous donne un ratio. Donc, on est sur des petits objets, mais paradoxalement, notre inventaire rassemble environ 6 000 items. Donc, on est vraiment dans un autre rapport de force. Et notre proposition, donc, qui a été au départ une véritable négociation au sein de la collectivité, parce que évidemment, il ne s'agissait pas d'un don, mais d'un achat, puisque la propriétaire souhaitait vendre. Et donc, il a fallu négocier cela, il a fallu évaluer aussi le montant de cette collection, la négocier, travailler en partenariat avec l'État, tout particulièrement et directement avec la DRAC et le ministère, pour pouvoir justement à la fois valoriser cette collection qui avait des choses inestimables. Par exemple, il y avait un éventail du XVIe siècle, il y en a 3 dans le monde, donc voilà, ça vous donne quelques exemples. Et une fois qu'on avait fait ça, il fallait aussi évidemment trouver des solutions d'accueil pour l'ensemble de cette collection. Et le tout dans une urgence totale, puisqu'il y avait une procédure d'expulsion qui était en cours, avec une procédure judiciaire. Donc on se trouve dans un cas de figure très très particulier, même si nous étions en lien avec à la fois Madame Hoguet et puis une association qui avait essayé de sauver quelques petites choses entre-temps et qui avait déposé en particulier des objets qui avaient été classés monuments historiques au musée de la Nacre, mais au départ, la problématique, c'était que nous, on ne pouvait pas l'accueillir au sein du musée et on ne pouvait pas le valoriser au sein du musée. Donc, il a fallu déjà commencer ce travail de convaincre l'intérêt scientifique de cet ensemble, puis ensuite de dire que oui, là, c'était un projet d'acquisition qui, derrière, allait être dans un projet de valorisation, ce qui se faisait parce que nous avions nous-mêmes, à 25 ans, quelque part, la nécessité de revoir l'ensemble des parcours, l'ensemble des discours, et ne serait-ce que même le cœur même du musée.
Enfin, dernier point, ce qui a facilité l'acquisition, c'est évidemment le fait qu'à la fois, cette collection était tout à fait unique au monde, préservée grâce à la volonté, de cette famille, vraiment qui est tout à fait notable, et tout à fait incroyable, et qui tenait évidemment à transmettre le plus possible cet ensemble. Et puis l'autre point, c'est que nous avions et nous avons toujours un atelier où on continue de fabriquer des choses, en nacre, en os, en bois, et cetera. Et donc il y avait une certaine forme de logique à ce que l'on puisse, justement continuer dans ce spectre de la tabletterie. Donc, après négociation, nous avons donc réussi à faire l'acquisition et nous avions ensuite 4 mois, pour déménager, transférer l'ensemble de ces 20 000 items. Alors vous imaginez bien que, il y a eu plusieurs problématiques et qu'il a fallu justement, beaucoup travailler avec les différentes instances scientifiques, à la fois le MUCEM, Bénédicte Roland-Villemot qui a déjà été cité, tout à l'heure, le cabinet de la ministre parce qu'il y avait à la fois des affaires financières, mais également des affaires, scientifiques, puisque, on ne pouvait pas faire le tri des collections dans le temps qui nous était imparti, c'était impossible. Le seul tri qu'on a fait, c'est qu'on a jeté, un certain nombre de choses qui n'avaient pas de rapport, voilà, des meubles cassés, des choses, on va dire, du quotidien d'une entreprise, voilà, qui n'avaient aucun intérêt, mais ça, on pouvait le faire visuellement rapidement. Par contre, on n'a pas pu rentrer dans le détail des collections et par exemple, un exemple concret, les produits, il y avait tout un tas de produits qui étaient utilisés, de produits chimiques, qui étaient utilisés, à la fois dans la teinture et dans un certain nombre d'autres, d'actions du métier d'éventailliste. On a tout pris, et on verra pour faire le tri, après. On était quand même parti et heureusement, madame Hoguet avait pendant de longues années établi des sortes d'inventaires, avec des tableurs, alors pas toujours, voilà, très juste. La collection d'éventails, elle était bien documentée. Le reste n'était pas toujours, très bien documenté, mais voilà, on avait quand même quelques bases qui nous ont servi, notamment pour pouvoir permettre le colisage, et transférer, l'ensemble de ces biens, qui ont été ensuite, placés, chez, le déménageur parce que pour le moment, il faut qu'on installe une réserve dans notre, espace. C'est-à-dire qu'en gros, notre espace d'exposition temporaire va devenir une réserve temporaire, mais qui nécessite néanmoins des aménagements, pour pouvoir ensuite faire le véritable travail d'inventaire des collections, qui prendra évidemment du temps, et en parallèle de cela, travailler sur la valorisation du projet, au travers du projet scientifique et culturel, dont nous avons retardé bien évidemment, l'écriture, puisque cet élément venait totalement rebattre, l'ampleur du, projet. Mais c'est aussi un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça vient rebattre, mais ça vient aussi dynamiser, renforcer, le besoin, justement d'avoir un établissement qui puisse rayonner avec, cette nouvelle question. J'ajoute à cela que nous avons également mené un chantier monument historique, puisque dans cet appartement, il y avait une boutique, datée de 1893 avec un décor, dont les éléments mobiliers avaient été classés, mais pas les éléments immobiliers puisqu'ils dépendaient d'un propriétaire différent. Et donc nous avons, démonté l'ensemble du décor grâce à une autre négociation parallèle avec le propriétaire des murs pour pouvoir refaire l'ensemble de cette boutique et au-delà de ça, même de l'appartement, enfin d'une partie de l'appartement tel qu'il se présentait, puisque vous aviez en fait une partie pour les clients, une partie pour les ouvriers, donc qui était très, très parlant. Donc cette idée-là est de reprendre cet ensemble-là. Un élément important qu'on peut dire sur la question, notamment dans le cadre des fermetures de musées, ce sont les arguments qui touchent au cœur. Et un des arguments majeurs, c'était que les élus, donc je travaille pour une intercommunalité, hein, donc c'est 20 communes, donc autant de conseils municipaux, d'élus, etc., à convaincre, mais ça fonctionnait parce qu'ils étaient convaincus que c'était notre histoire. Donc on est vraiment dans ce cadre-là et c'est notre histoire, c'est notre patrimoine et tout le monde a dit: «Ça revient à la maison». Donc ça, c'était vraiment un argument, très positif, mais qui néanmoins, va engendrer des problématiques puisqu'en fait ce musée, cette collection qui va intégrer nos collections, donc on n'aura pas 2 inventaires, hein, il va intégrer l'inventaire du musée de la nacre et de la tabletterie, mais tout cet ensemble est néanmoins pour l'instant non visible, fermé, non accessible même. Donc on a bien l'intention d'essayer de mener un focus dans les salles
qui nous restent, ou dans les espaces qui nous restent pour au moins continuer à en parler et justifier tout l'ensemble du projet qui va en découler. Et à l'heure actuelle, évidemment, il reste tout un tas de questions qui n'ont pas de réponse dans ce cadre-là, et notamment dans le cadre de l'aménagement de ce lieu. Est-ce que c'est un lieu vraiment dans la continuité de notre parcours? Est-ce que c'est un lieu un peu à part? Voilà, donc toutes ces questions méritent d'être posées et le seront. Mais voilà, donc sur la question du transfert et du tri des collections, ce sont des choses qui peuvent aussi s'effectuer dans l'urgence. Il faut aussi dire que voilà, j'ai aussi beaucoup de chance, et j'en suis bien conscient, d'avoir une collectivité qui a eu les moyens, alors grâce évidemment au soutien indéfectible de l'État et de la région des Hauts-de-France, permis cette acquisition et ce sauvetage. Mais voilà, la valorisation reste un nouvel enjeu, et c'est la dimension de cette valorisation, là, sera également un autre enjeu à venir. Voilà, je vois que l'heure tourne, donc je vais pas abuser de la monopolisation de la parole. Je vous remercie. Oui, effectivement, on a tous été très bavards, donc je ne sais pas, on peut peut-être tout de suite ouvrir aux questions pour éviter de s'étendre de trop. Est-ce qu'il y a déjà des participants qui souhaiteraient intervenir, faire des retours d'expérience ou... je ne sais pas comment... Oui, allez-y. Virginie, on vous laisse la parole. Virginie, oui. Ouais, je vais pas être, mais je vais pas m'étendre, et puis j'ai pas de questions particulières. C'est hyper riche comme échange. Alors je remercie beaucoup Léonore, parce que je lui ai vraiment laissé laisser se dépatouiller avec cette animation, sachant qu'on a pas mal de petites choses qui se passent en ce moment au musée. Mais je pense elle a très bien résumé la situation dans laquelle nous sommes depuis déjà très longtemps ici concernant le musée des vins. Je vais devoir y aller parce qu'il y a un peu de l'agitation autour de moi et des personnes qui m'attendent pour la suite des événements, parce qu'on est en plein déménagement. Mais je voulais juste souligner, je pense que c'est important de le dire, tout le monde a peut-être mis le doigt sur cette question du temps, d'un temps long de réflexion, de mise en place, et puis de l'action aussi de ces différentes façons de procéder lorsqu'on est face à un établissement fermé. On l'a dit, c'est aussi parfois des choses qui s'arrêtent, faute de moyens, faute de temps justement à y consacrer. Donc nous, on est vraiment dans cette situation aujourd'hui, puisque Léonore nous a rejoints en novembre dernier pour une mission d'1 an pour travailler sur ces problématiques. Aujourd'hui, la mission est très, très, très loin d'être terminée. On n'a aujourd'hui pas du tout de visibilité sur la possibilité qu'on va avoir de continuer de travailler avec Léonore. J'en suis assez attristée, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc malheureusement, notre projet, Léonore démarrait la session sur peut-être une note un petit peu, pas pessimiste, mais en tout cas pas complètement non plus un horizon dégagé. Donc c'est un petit peu ce qui nous inquiète, nous, pour le moment. Donc voilà, j'aurais tendance effectivement à constater que pour tout le monde, même s'il y a parfois des choses un peu plus concrètes qui se profilent, c'est ce temps long dont on a vraiment besoin pour pouvoir travailler correctement sur ces collections. C'était, nous, indispensable qu'on reprenne la base de cet inventaire qui avait été malheureusement assez mal mené. Et c'est pas, voilà, les collègues en sont pas responsables. Il y avait aussi à l'époque eu un manque de temps pour mener l'émission à bien. Donc cette remise à plat, elle est indispensable pour repartir sur une base juridique saine, qui peut effectivement rejoindre celle que Véronique, par exemple, a imaginée. C'est-à-dire un transfert peut-être d'un noyau intéressant, si tant est qu'on puisse définir des critères de l'intérêt patrimonial, en effet, et ça c'est aussi un temps long, vers notre musée du compagnonnage. Voilà, donc je vais devoir quitter la réunion, mais je vous remercie pour ces riches échanges. Un grand merci, Virginie. Et oui, effectivement, pour revenir sur, bon, pas la durée de ma mission, mais sur l'importance, en fait, de créer un dynamisme et une valorisation. Pour la collection du musée des Vins de Touraine, c'était pas cousu de fil blanc, en fait, parce que comme les collègues l'ont dit, les collections étaient assez hétéroclites, et il a fallu vraiment essayer de se projeter, en fait, dans un musée du 21e siècle avec ce qu'on avait. Et ce qui s'est dégagé assez rapidement, et pour l'instant, ça nous semble assez pertinent en tant que musée de Touraine, c'est
l'AOC Touraine. Vraiment le vin, la communauté vitivinicole. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se dégager qui est vraiment d'utilité publique pour la communauté et qui représente une attractivité touristique aussi. Donc, c'est pas à négliger. Et vraiment, il y a une petite étincelle en fait qui motive. Donc tout n'est pas pessimiste malgré tout. D'autres intervenants, leur tourne. Ou peut-être les participants. Oui, je vais juste faire une remarque d'optimisme. Dans la région des Hauts-de-France, nous avons beaucoup de musées fermés aussi. Je pense qu'on pourrait, Diana a sans doute des éléments encore plus parlants, évidemment, sur une visibilité sur toutes les régions et le nombre de musées, le pourcentage que ça représente de collections musées de France qui sont non accessibles, non visibles. Mais quelques notes d'optimisme. On a dans les Hauts-de-France le musée de Maubeuge qui est fermé depuis 30 ans. Dans une ville qui n'est pas petite, avec un passé historique très complexe. Et notre collègue a réussi par un travail vraiment de fond et avec beaucoup d'embûches aussi sur son chemin, mais faire feu de tout bois, comme le disait la collègue de Pithiviers, hein, avec les microfolies ou d'autres choses. À Maubeuge, c'est plutôt la RMN qui s'est immiscée, eh bien, à s'inscrire, à s'insérer, et au fur et à mesure de s'insérer dans les fentes, dans les portes qui sont ouvertes, va obtenir justement une visibilité très importante du musée et derrière un vrai projet de réflexion pour intégrer le musée à un équipement plus important. Donc, je crois que ça, c'est tout à fait notable. Kerk, qui est aussi le musée des Beaux-Arts, voilà, dans une situation là aussi compliquée et qui là aussi présente des choses très intéressantes, qui est fermé déjà depuis 2015, donc déjà long. Alors, peut-être je vois en qu'il y a réponse, oui, Diana, et puis on laissera la parole à Stéphanie Brouillet ensuite dans un deuxième temps. Diana, si vous voulez prendre la parole. Alors, on ne vous entend pas, Diana. Je ne sais pas si votre micro est bien relié à l'ordinateur. Ouais, sinon, je peux peut-être peut-être laisser, voilà, oui, Stéphanie, vas-y. Stéphanie Brouillet, je suis conseillère musée en DRAC Pays de la Loire. Et je voulais rebondir, oui, c'est ce que disait la collègue de Pithiviers et le collègue à l'instant sur le rôle des microfolies. Alors, c'est vrai qu'on les voit un peu comme des concurrentes parfois, mais il y a un exemple dans la région Pays de la Loire qui est vraiment plutôt positif, c'est celui de Châteaubriand. C'est un musée qui était en caisse depuis 1940. Donc, vous voyez, un temps très, très long, pas de conservateurs depuis les années 80, des caisses dans lesquelles sont venus servir les habitants du coin. Hein. Et à l'occasion de l'ouverture de la microfolie l'an dernier, la responsable de la microfolie, en fait, s'est vue confier la responsabilité des collections qu'il fallait déménager en urgence. Donc, elle a recruté une responsable des collections à temps partiel, enfin, c'est sur des contrats précaires, mais à elles deux, elles ont réussi à déménager les collections, à les installer dans des espaces plus ou moins adaptés, à commencer un inventaire et à faire une valorisation par des expositions temporaires au sein de la microfolie. Et c'est un franc succès, c'est la deuxième exposition temporaire. Il y en a eu une l'année dernière à l'occasion des Journées du patrimoine et cette année aussi. Et c'est aussi une occasion pour les habitants du coin de réaliser que le musée existe encore, en fait. Enfin, voilà, évidemment, plus personne encore en vie ne connaissait le musée ouvert. Donc, c'est finalement, dans certains cas, ça peut être quand même une opportunité pour redécouvrir les collections. Et aussi, en fait, c'est ce qui fait l'intérêt des microfolies, c'est le rapport aux collections. Donc, c'est vrai que ça, voilà, dans ces cas-là, et il y a aussi le cas de Laval où la microfolie a permis au contraire de sortir des collections, sortir des objets qui n'étaient plus visibles du tout. Voilà, une petite touche d'optimisme. Est-ce que Diana a retrouvé son Vous m'entendez micro? mieux là? Vous Oui, c'est m'entendez bien. là? Oui. Merci, excusez-moi. Bonjour Stéphanie. Oui, on partage avec les autres conseillers musées et l'administration centrale, service des musées de France, on partage effectivement cet indicateur musée fermé qui est très suivi, hein, qui est un indicateur qui est en train de monter. C'est pas, je ne dirais pas que c'est négatif. Moi, j'ai plutôt tendance à voir, si vous seriez d'accord, de le regarder comme historiographie aussi des récits
du local au global, parce qu'on voit que ce sont des plaques tectoniques, les musées, de tendances, de valeurs, et on est pour l'instant, pour beaucoup d'entre nous, dans le creux de la vague. On est sur des durées très très longues, et aujourd'hui, la vie culturelle est sur des durées courtes, hein, et le développement durable vient un peu télescoper cette attractivité par l'événement que les musées ont du mal à tenir. Donc je dis ça parce que l'historiographie des collections, et vous avez raison dans vos présentations, et moi je vous en remercie, parce qu'on on comprend bien aussi les mécanismes qui font que dans certains endroits ça marche, plus ou moins, voire très bien, et dans d'autres endroits il y a des moments de grands creux, de grands déserts. Voilà. Et donc ça ne s'explique pas de manière universelle, je crois qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des façons aussi de raconter des récits qui peuvent se raconter aujourd'hui plus que jamais de manière extrêmement différenciée. On parle de microphonie, mais il y a bien d'autres façons de le faire. Moi, en drac, je pense que Stéphanie me comprendra parfaitement. On a du mal, nous, au niveau des services de l'État, à travailler en vertical, parce que c'est complètement désuet. Aujourd'hui, il y a des mutualisations qui s'étendent. Donc, Véronique Lourme le sait très bien, hein, pour Loche. Ce sont des collègues qui sont à la tête de services patrimoine, dans lequel il peut y avoir des labels, Ville d'art et d'histoire, UNESCO, Jardin remarquable, Maison des illustres, etc. Et donc les musées ne sont qu'une partie de leur périmètre de gestion. Et donc leur problématique est un projet de service qui intègre des récits multiples, que ce soit une appellation Musée de France, des labels, voire aucun patrimoine protégé. Donc, du coup, le musée est un peu en concurrence, et c'est plutôt stimulant. Qu'est-ce que c'est qu'un SIAP de Ville d'art et d'histoire, un centre d'interprétation, architecture et patrimoine? On a ce cas à Vendôme, on l'a partout maintenant. On voit qu'à Bourges aussi, sur les 5 musées de France, 4 sont fermés depuis janvier dernier, parce qu'ils se posent ces questions du rôle du label Ville d'art et d'histoire avec les 4 musées fermés. Ils ont du mal à concevoir un récit global dans le cas d'une mondialisation. Et donc, je ne vais pas m'étendre, mais il y a cette question-là de partir vraiment du local et voir quels sont ceux qui écrivent les récits, ceux qui sont dans une logique, les collectivités. Quand je dis les collectivités, ce n'est pas que la gouvernance de propriété et de gestion, c'est aussi ceux qui vont mettre des moyens, parce qu'on a aussi de plus en plus des intercos qui se mêlent de ça, puisqu'elles sont gestionnaires des offices de tourisme maintenant par la loi NOTRe. On a les contrats de plan État-région quand ils marchent. On a des contractualisations de territoire aussi sur les parcs naturels régionaux. Donc, il y a beaucoup, j'allais dire, de gouvernance qui peuvent avoir envie d'écrire des récits dans lesquels les collections de musées peuvent les intéresser. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question est, qui écrit le récit sur son territoire? Qu'est-ce qu'un territoire? Et qui écrit le récit? Et nous, en tout cas pour notre DRAC, on est prêt à soutenir des études de faisabilité, des assistances et maîtrises d'ouvrage, on en soutient beaucoup, on est prêt à faire plus. Mais notre vraie question, et moi je m'arrêterai là, c'est, et je suis très heureuse de voir que vous vous êtes rassemblés aujourd'hui et que j'ai plusieurs collègues de la région centre, parce que vous n'y arriverez pas isolément. Un musée de France n'est jamais isolé. Il faut qu'il connecte son local avec le global, c'est inévitable. Donc, je pense que les solutions viendront dans cette jurisprudence qu'ensemble, vous allez créer, et l'État le soutiendra. En tout cas, dans ma région, nous n'attendons que ça, une structuration du réseau des acteurs patrimoniaux, parce qu'actuellement, on est sollicité de partout, dans des petites communes de moins de 1000 habitants et des métropoles. On n'y arrivera pas, ni en ingénierie d'agents, ni en budget, ce n'est pas possible. Il faut une structuration. Deuxième chose, il n'y a pas de dépôt légal sur les objets, contrairement aux archives, il n'y a pas de dépôt légal. Donc le tri est au cœur d'un musée de France, c'est inévitable. Et j'ai la surprise, et je ne suis pas la seule en tant que membre d'une commission scientifique régionale d'acquisition, de voir que le nombre d'objets qui nous sont soumis pour créer l'intérêt public Trésor national, ça continue. Et il y a beaucoup de collègues qui sont pourtant en grande difficulté et continuent à accepter des donations avec un nombre incroyable d'objets qui, dans la plupart des cas, relèvent du code de propriété des personnes publiques, en aucun cas du code du patrimoine. On est très surpris de ça. Ça continue quand même à vouloir acquérir sur inventaire réglementaire. Hein, je vous le confirme. Hein, je viens de passer la semaine dernière une commission d'acquisition. Dernière chose, on a eu un 66e musée de France en Centre-Val-de-Loire. Il est associatif, ce qui est complètement atypique. Ça, c'est l'effet de la déconcentration phase 3 qui a pris effet en janvier 2022.
23 de cette année. Donc maintenant, ce sont les préfets de région qui ont la validation des appellations Musée de France via le Haut Conseil. Donc en fait, c'est le préfet en fait qui fait un peu la loi maintenant. C'est plus le service des musées de France. C'est pareil pour les projets scientifiques et culturels. C'est déconcentré au niveau préfet. Et le label Exposition d'intérêt national. Je vous dis ça parce que ça a des effets immédiats. Et je pense qu'on commence un peu à faire les premières évaluations, Stéphanie, avec le service des musées de France, sur les effets du rapprochement des décisions de l'État au niveau local, c'est-à-dire territorial. C'est une chance et c'est aussi un risque. Il ne faut pas que les collègues pensent que c'est voilà, de continuer à thésauriser du patrimoine, c'est de la charge qui monte. Et donc nos collègues de Rennes nous ont bien expliqué aussi, et Léonore aussi à Tours, de voir les conséquences de monter la charge. Le service donne les moyens. Donc pas de PSC sans projet de service. Et puis de la solidarité à un niveau qui n'est pas que régional, hein, c'est interrégional. Dans le cadre des réseaux FEMS, effectivement, la relocalisation des trésors nationaux. Pourquoi ne pas mettre en place une plateforme comme le font les musées des Pays-Bas, hein, nos collègues néerlandais ont une plateforme où ils relocalisent tout ce qui, suite au récollement, n'intéresse pas leur PSC. Et le logiciel, au bout d'un an, ils n'ont pas de loi sur les musées aux Pays-Bas. Donc, au bout d'un an, la plateforme, si l'objet n'a pas été relocalisé dans les 780 musées néerlandais qui sont dans le réseau, eh bien, l'objet perd son intérêt public. Ce n'est pas inintéressant de mettre en place une plateforme qui permet de partager les propositions de relocalisation et de connecter un musée avec un autre. Ça, c'est bien. Donc, je pense que déjà, les outils numériques, il faudrait voir qui pourrait porter une plateforme. Je ne sais pas si c'est à l'État de le faire, pas forcément, ça peut être associatif. Hein. On peut aider à créer des plateformes, il y a de l'argent sur les usages numériques à l'État. Hein. Bon, je m'arrête là. Un grand merci. Bon, bah, je vois qu'on a outrepassé l'heure, donc on va peut-être s'arrêter là. François? Alors, peut-être qu'on peut, s'il y a une dernière intervention éventuellement. On peut aussi. Alors, quelqu'un voudrait prendre la parole? Sinon, on va pouvoir… oui, Sylvia Fleury. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette matinée d'intervention vraiment très, très riche. Je suis désolée, j'ai loupé le début des questions. J'ai un collègue qui avait une urgence. Mais peut-être que la question a déjà été posée, mais dans la réflexion sur l'ouverture absolument de collections qui ont l'appellation Musée de France, je pense à l'intervention de la collègue tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une réflexion à mener sur le fait que peut-être un lieu permanent d'exposition, c'est peut-être pas le meilleur, comment dire, la meilleure voie pour valoriser les collections en fait. Enfin, je vais dire, il y a tellement d'autres moyens d'utiliser justement la capacité hors les murs, d'avoir beaucoup plus de flexibilité, de ne pas être plombé, j'allais dire, par un lieu pérenne à ouvrir au quotidien. Enfin, je ne sais pas si la question a été ouverte, mais en tout cas, je me la suis posée quand j'ai entendu l'intervention de la collègue tout à l'heure. Donc voilà, je ne sais pas si la problématique a déjà été posée. Alors, ça faisait partie des axes de réflexion que j'aurais voulu aborder si on avait eu peut-être un temps d'échange un petit peu plus conséquent. Mais effectivement, moi, avec l'impératif de la fermeture irrémédiable, forcément, et de la collection malgré tout qui reste, eh bien, on en est venu à cette conclusion. Finalement, pourquoi aurait-on besoin de murs? Ouais, c'est exactement ça. Et donc, voilà. Alors, à Tours, on n'a pas de microfolie, mais on a un SIAP en devenir, on a une préfiguration. Donc, on a réfléchi à cette éventualité. On est cité gastronomique avec la Villa Rabelais, donc il y a des liens qui peuvent se tisser comme ça, mais encore une fois, on a besoin de temps pour formuler les projets avec les collègues et dans un premier temps, pour nous, il fallait savoir ce qu'on avait dans le fond et déterminer ce qui était intéressant dans ce fond, parce qu'on aurait pu partir sur une histoire… bon, c'est pas forcément les bons termes, mais une histoire folklorique de la Touraine parce qu'on avait matière à, mais c'était pas intéressant aujourd'hui. Donc, on a voulu vraiment se rapprocher de la communauté des vignerons dans cet esprit de musée de société. Et puis, de ce label de cité gastronomie, parce que c'est ça qui intéresse aujourd'hui. Donc, voilà. Mais effectivement, l'idée de trouver un lieu pérenne n'est pas du tout d'actualité. Je crois que Marion voulait peut-être prendre la parole pour compléter.
Oui, juste pour rebondir sur cette réflexion, effectivement. Donc, dans le cas de Pithiviers, pour le coup, clairement, le musée fermé est encore une étape intermédiaire. On n'est pas arrivé à ce stade-là de la réflexion. Et pourtant, j'ai insisté sur le fait qu'on est sur une fermeture longue de 22 ans, et pour autant, on n'est pas un musée qui était en caisse encore dans les années 40. Donc, il y a quand même une mémoire du musée, il y a une mémoire du lieu, et il y a un attachement certain de la population. Donc, c'est vrai que le musée n'est réenvisagé que dans sa forme ouverte parce qu'il y a besoin du lieu et de l'institution, et que l'institution et l'établissement s'incarnent dans le lieu, en fait. On n'est pas encore détaché, la collection n'est pas détachée de son lieu, en fait, dans notre cas de figure. Le fait aussi, maintenant ça devient un peu plus public, mais que les réserves sont hébergées dans les anciens locaux du musée. Donc, ça pourrait être une possibilité, mais en tout cas, à Pithiviers, la mémoire de l'institution est assez importante pour qu'on ait encore envie de le rouvrir de manière pérenne. Après, on verra. Pardon, mais la loi de 2002 dit bien que le musée doit être un lieu ouvert en permanence. C'est un service public. Donc, un service public qui n'est ouvert que quelques jours par an, ce n'est pas du service public. Donc, c'est une vraie limite et un risque. Je donne un exemple qui nous a énormément préoccupés en Centre-Val de Loire. C'est la fermeture du COPA, le Conservatoire des pratiques agricoles et du machinisme, qui est départemental, qui a fermé pour raison politique, c'est une censure politique, il n'y a pas d'autre raison, pendant 2 ans et demi. Il a réouvert seulement en septembre 2022 et il a fermé en mars 2020 pour raison politique. Et les élus départementaux de l'époque ont voulu fermer et faire une microfolie, c'est-à-dire mettre en place un site internet et tout mettre en caisse à une quarantaine de kilomètres dans une ancienne base aérienne que l'État vendait. Voilà. Donc, faire attention à la notion de musée ouvert par intermittence et mobile, parce que c'était ce que voulait le département à l'époque, clairement. Donc, il faut être prudent aussi sur la notion de qu'est-ce que c'est qu'un musée fermé. On voit de plus en plus des amplitudes horaires qui diminuent pour des raisons de coût, de fonctionnement. Donc, un musée ouvert qu'en juillet, en août. Moi, j'en ai ou qui ferment 3 mois ou 4 mois. Il y en a qui ont fermé presque 6 mois pour des raisons aussi de facture énergétique. Donc, ça aussi, ce sont des baromètres qu'on suit beaucoup en DRAC. Parce que la notion de musée fermé aussi s'étend à des musées qui sont ouverts, mais avec des périodes d'ouverture qui se restreignent de plus en plus. Est-ce que du coup on s'arrête là? Je pense que oui, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de nouveau, Léonore, et à l'ensemble de nos intervenants et intervenantes pour votre participation et pour ces riches échanges. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes des Jeudis de la FEMS en ligne, et n'hésitez pas à nous suivre sur nos divers réseaux sociaux et via notre newsletter pour ne pas rater nos prochains rendez-vous. Et voilà, merci de nouveau aussi à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites en ce jeudi matin. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.